Visage économique de la visite annoncée du président français Emmanuel Macron en Afrique, dette, inflation, baisse de l'euro franc CFA, entre autres. Nous allons rentrer en tout cas dans le cœur de la France-Afrique. En effet, le président français Emmanuel Macron planifierait donc, selon des informations, une visite précisément du côté du Cameroun, mais aussi au Bénin, où il sera reçu par ses différents homologues. Selon les informations, le président français devrait donc être à Yaoundé les 25 et 26 juillet. Que vous me disiez, s'il vous plaît. Monsieur Macron a annoncé sa venue. Enfin, on va donc refermer le standard avant de refaire le tour de table. Eh bien, pour répondre peut-être à votre préoccupation, Monsieur Macron est annoncé au Cameroun et au Bénin. Donc, au Cameroun, les 25 et 26 juillet prochains. Et ensuite, au Bénin, il ira le 28 juillet prochain. Donc voilà, entre autres, les informations que nous avons pour le moment. Eh bien, on va faire le tour peut-être avec vous, Dr Yam Timba, avec cette réaction aussi dans téléspectateurs, puisqu'on parlait des responsabilités aussi de nos dirigeants. Monsieur Douala Ngando qui dit Macron a déjà tout obtenu avant même son départ de Paris. Inauguration du centre commercial français, la bière est le monopole de Castel, les aveugles sont battus et Bolloré reste au contrôle du rail et des ports. Écoutez, il a absolument raison, notre compatriote, mais je souhaiterais lui dire une chose. J'ai beaucoup de mal à croire que l'exécutif actuel puisse changer fondamentalement le Cameroun. Je pense qu'il faut une nouvelle élite dirigeante qui va prendre les choses sous un autre angle pour les conduire là où il faut. Nous devons simplement remercier ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour le cadre qu'ils mettent en place depuis quelque temps. Nous avons une vraie armée dont nous ne pouvons ne pas saluer les performances sur le terrain contre Boko Haram dans le cadre de l'action de, comment on appelle ça, du maintien de l'ordre qui se fait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et dans le cadre de l'appui à des pays frères comme et amis, comme la RCA, le Cambodge, Haïti, etc. Je pense qu'un nouvel exécutif, de nouveaux dirigeants vont pouvoir régler ce type de problème. On ne construit pas des hypermarchés dans les centres-villes, les hypermarchés se construisent dans les périphéries des villes. Parce que chaque fois qu'un hypermarché se trouve en plein centre-ville, ça tue tous les petits commerces qui sont autour. Et ça, c'est contre toutes les règles de l'économie et ça ne se fait pas en Europe. Et ça ne se fait dans aucun pays dans le monde, donc on ne voit pas pourquoi ça doit se faire au Cameroun. L'autre chose, c'est que les monopoles sont des choses qui sont inacceptables, quel que soit le type d'économie. Lorsque vous avez un monopole, fixez les prix, comment on va contrôler ça? Tout à fait. Comment on va s'assurer qu'il y ait de la concurrence, même la qualité, comment on va contrôler la qualité des produits? Ce ne sont pas, on ne peut pas se fonder sur le fait que vous avez une histoire pour préjuger de la qualité et de l'honnêteté de vos affaires. Donc nous devons pouvoir nous assurer que tous les acteurs économiques qui viennent s'installer chez nous, qui investissent chez nous, qui trouvent un cadre favorable, mais qui respectent un minimum de règles contre lesquelles ils ne pourraient pas agir dans leur propre pays. C'est extrêmement important. Donc, je crois que là-dessus, je suis d'accord avec lui, mais fondamentalement, ce que je dis toujours, et je ne cesse de le répéter, nous avons ce qu'on appelle les cadres d'accumulation primitive. Les cadres d'accumulation primitive en économie signifient les secteurs d'activité qui génèrent du cash au quotidien et qui structurent l'économie de manière fondamentale. Il s'agit entre autres de ce qu'on appelle des chaînes logistiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de confier le rail de notre pays à un étranger. Ça n'a aucun sens. Les aéroports de notre pays à un étranger, les ports de notre pays, c'est inacceptable. Et sur le plan économique, c'est une hérésie. Je peux comprendre, et j'en appelle à une certaine indulgence d'un certain nombre de personnes, peut-être qui n'ont pas pu accéder à certains types de documents et qui n'ont pas forcément la pleine connaissance de certains contextes qui ont amené à accepter tout cela. Le FMI et la Banque mondiale, lorsque Bertrand Tatida dit que c'est des acteurs politiques, non mais vous avez raison, monsieur.
ces acteurs-là ne sont pas du tout simplement des acteurs économiques. C'est d'abord et premièrement des acteurs politiques. Et en ce sens, par exemple, lorsque le Cameroun sort de l'ajustement structurel dans les années 80, début des années 90, il faut qu'il y ait un huissier à côté de notre ministère des Finances. Et d'ailleurs, toutes les décisions financières du Cameroun sont révisées d'abord par un fonctionnaire du FMI avant d'être validées. Aujourd'hui encore, et ce huissier s'assure que la dette envers, curieusement, le FMI, bref, le groupe de la Banque mondiale et les pays de l'OCDE sont payés prioritairement. Voilà pourquoi il y a des problèmes avec le Tchad et pourquoi il y a des problèmes avec le Congo, parce que la Chine n'appartient pas à l'OCDE. Et du coup, tout ce que vous devez à ces gens-là, ce qui fait que les documents que vous leur présentez ne sont pas complets. Donc, ils n'ont pas la pleine maîtrise de vos informations financières. Voilà la raison pour laquelle il y a des problèmes. Dans le cas d'autres pays, ces informations ont été mises à jour ou alors ces pays ont simplement opposé une forme de non-recevoir avant même le début des discussions avec l'huissier qui est chargé de s'assurer que vos flux économiques, votre trésorerie paye prioritairement les dettes du groupe de la Banque mondiale et des pays de l'OCDE. Voilà ce à quoi nous faisons face. Et donc, dans le cas d'aujourd'hui, il faut comprendre que ce qu'on appelle les pudiquement, les revues de la Banque mondiale, ce n'est pas des discussions techniques et des échanges. C'est un huissier qui vient voir, s'assurer que je viens saisir ce qu'il y a à saisir chaque année ou périodique, chaque mois ou périodiquement. C'est ça qu'on appelle les revues du FMI dans nos pays. La raison pour laquelle la France ou l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis ne sont pas sous ajustement structurel, c'est parce que, malheureusement, c'est leur bras séculier, tout simplement. Et vous ne pouvez pas vous-même vous mettre sous ajustement structurel. Donc, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et j'aime dire à notre compatriote, parce que j'apprécie la façon dont cela nous rassure de savoir que les Camerounais ont des préoccupations très précises et que ces préoccupations vont dans le sens de la quête de notre souveraineté. J'aime bien lui dire que j'espère vivement, et il partagera probablement cette analyse avec cette position avec moi, j'espère vivement que lorsque le président français arrivera ici, qu'il va nous demander pardon pour le génocide qui a été commis par la France au Cameroun. Parce que sans ce pardon, je ne comprends pas pour quelle raison il a droit à la parole chez nous. Je rappelle au Cameroun, en 2010, ils avaient un sénateur des Français de l'étranger ici qu'on appelait Zipfel. Docteur Zipfel, était dentiste. Les habitants doivent le connaître. Il m'a invité parmi 50 jeunes Camerounais qui devaient rencontrer le Premier ministre François Fillon. J'ai refusé. Parce que la condition que j'ai posée était que le Premier ministre français demande pardon aux Camerounais dans son discours. Et ils ont refusé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, parce que nous devons savoir ce qui est important pour notre pays. Nous devons savoir ce qui vaut le mieux pour notre pays. Et là encore, je réitère l'idée qu'un président français qui prend la parole chez nous doit commencer, première phrase, par nous demander pardon pour ce génocide-là. Et il y a un certain nombre d'éléments qui militent dans le sens de dire que le président français arrive ici, sincèrement, quel intérêt? Sur le plan économique, ça n'en a pas réellement. Sauf le fait que nous utilisons le franc CFA et que nous constatons que la plupart des banques qui existent au Cameroun sont contrôlées soit par les Français, une bonne partie des banques, en tout cas, sont contrôlées soit par les Français, soit par des relais des Français qui sont essentiellement installés ici. Et donc, parce qu'il faut que les Africains sachent que dans les IDE, les Camerounais sachent que les IDE français en Afrique, seuls 0,6% vont dans les pays où on utilise le franc CFA. Le reste va ailleurs, 0,6%. Ça veut dire qu'en termes d'investissement, lorsque l'ambassadeur de France prend la parole, il devrait la boucler parce qu'en réalité, ils n'investissent rien ici. Mais pourquoi ils n'investissent rien? Parce qu'ils ont 20% de leur budget qui est alimenté par le franc CFA. Vous avez dit tout à l'heure que 20% de leur budget, c'était combien, Madame Siké? C'était beaucoup d'argent. Imaginez que 20% du budget de la France, c'est la France elle-même qui dit ça, qu'elle utilise le franc CFA pour compléter cette partie de son budget. Ce n'est pas nous qui avons encore une fois, on va dire, ils sont illuminés, c'est eux-mêmes qui le disent. Et c'est sur le site de leur ministère de l'économie. Donc, si cet argent-là était utilisé par nos propres États, vous imaginez bien qu'on n'aurait pas tant besoin. Là, vous parlez de 74 milliards. Vous chutez par là. Oui, s'il vous plaît. Vous parlez d'une dette de... 750 milliards
de dollars, la dette africaine en général. Est-ce que vous savez que la zone qu'on appelle la CEAC, l'Afrique centrale, génère chaque année simplement par ses exportations un volume de l'ordre de près de 7,5 milliards de tonnes de matières premières. 7,5 milliards de tonnes de matières premières, c'est 7500 milliards de kilos. Si on payait $1 le kilo, ça faisait 7500 milliards de dollars. Si vous avez des revenus d'exportation de l'ordre de 7500 milliards de dollars, vous allez... Et on vous parle d'un endettement de tout le continent, lequel, lui, aurait dû percevoir 33 000 milliards de dollars. Oui. Mais 750 milliards de dollars, c'est quelle histoire? Mais vous savez quel est le PIB de la CEAC officiel présenté par, justement, le groupe de la Banque mondiale? Dites-nous. 571 milliards de dollars. Et toute l'Afrique, 6700 milliards de dollars. L'Afrique a donc un endettement total de l'ordre de 10% de son PIB. Donc, vous avez des gens qui ont 120% d'endettement par rapport à leur PIB, qui vous donnent des leçons, alors que vous êtes à 10%. Nous avons besoin de rappeler toutes ces choses-là, parce que notre peuple peut comprendre le mensonge dans lequel nous sommes empêtrés. Et nous devons rappeler également une autre chose. Un pays comme le Cameroun, je sors par là, madame Siké, permettez-le-moi s'il vous plaît. Le Cameroun, et c'est souvent ça qui est dramatique, peut-être parce que notre gouvernement communique mal. Le document de réduction de la pauvreté DSRP de 2002, je crois, en tout cas début des années 2000, et puis le DSCE ont échoué en grande partie parce que la France n'a pas pu élever notre masse monétaire. Vous ne pouvez pas avoir besoin d'investir 15 000 milliards pour prolonger le rail, 15 000 milliards de francs pour prolonger le rail en N'Djamena jusqu'à Libreville, jusqu'à Bangui, si vous avez 15% de masse monétaire. C'est impossible. Et donc, d'abord, 15 000 milliards, c'est supérieur à toute la masse monétaire de la région. Donc, on ne pouvait pas le faire. C'était un échec programmé. Aujourd'hui, nous avons le SND 30 et dès le début, nous avons dit à notre gouvernement, en tout cas, ma réaction était de dire au gouvernement, vous ne pouvez pas réussir le SND 30 avec le franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Et lorsque nous entendons dire un certain nombre de Français, parmi lesquels leur président, dire qu'il y a un ressentiment anti-français. Je ne vois pas où est le ressentiment anti-français lorsque nous vous disons que nous avons besoin de 15 000 milliards de francs CFA et que vous êtes incapable de les mettre sur la table. Si vous ne pouvez pas les mettre sur la table, vous nous accusez de vous détester parce que nous voulons avoir le rail parti du rail de Douala en N'Djamena. Donc, je crois qu'avec le temps, il faudrait qu'on revienne à la lucidité qui est suffisante et que nos pays déclarent leur indépendance et leur souveraineté définitive. Merci à vous, Dr Yom Timba. Avant de sortir définitivement avec Paul Ela, en une minute, Monsieur Tatinda, peut-être quelque chose à ajouter pour sortir? Oui, pour expliquer que les chiffres de Monsieur Timba démontrent que c'est nous, véritablement, qui avons les économies saines. Tout à fait. Mais des gens qui ont des économies toxiques. Monsieur Paul Ela vous parle de ces 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. La dette française, la dette publique. Et encore, vous avez des analystes financiers en France qui disent que les chiffres sont bidonnés. Que l'INSEE, le chiffre n'est pas vrai. Parce qu'il y a la dette de ce qu'on appelle les caisses de solidarité. C'est dans les dettes de France. Mais tout est déficitaire. C'est pour ça que M. Macron, il a un projet. Les Mélenchon et le Rassemblement national nous disent on t'attend à l'Assemblée nationale parce qu'il veut porter l'âge légal de la durée du travail jusqu'à 65 ans. Certains parlent même de 67 ans, ils ne veulent pas dire. Les autres lui disent que mais viens débattre avec ça ici. On t'attend. Mais tous les comptes sociaux dont les chiffres sont bidonnés. Et vous voyez, nous donne un endettement. Et avec 750 milliards de dettes, 74 milliards de dettes du Fonds monétaire international et 15% milliards de ce qu'on appelle les institutions privées, les fonds de pension, les assurances, les banques et tout, regardez comment ils nous conditionnalisent, même sur le plan politique. Mais voilà le débat de fond. Voilà le débat de fond. Donc, vraiment, nous sommes conscients, nos patriarches présents ne peuvent pas mener certains combats, qu'ils nous y mettent juste les conditions, c'est-à-dire un environnement sain, qu'ils fassent arrêter les bandits de grand chemin, les pilleurs de deniers publics, les voyous, les bandits au col blanc. Nous allons venir liquider cette histoire. Nous liquiderons cette histoire. Merci à vous, Monsieur Tatinda. Eh bien, on va, on a encore 5 minutes, qui nous reste avec le concours de la réalisation, revenir sur le plateau pour le mot de l'écho.
Voilà, le mot de l'écho ce soir, c'est récession. C'est avec vous une fois de plus. Paul est là. Merci. Alors, c'est quoi la récession? Alors, la récession, c'est un ralentissement de l'économie de façon générale qui se perçoit au travers de la baisse du PIB et donc de la baisse de la production, ce qui signifie encore la baisse de la création des richesses. Et on parle de récession en réalité quand on observe ce ralentissement de la croissance économique sur une période environ de 6 mois, donc de 2 trimestres. Et quand on passe au-delà de cette période-là, on s'installe durablement dans une crise économique profonde, donc qui est aussi qualifiée de dépression. Donc la récession, comme se trouve la France, d'où l'arrivée en urgence de M. Macron au Cameroun. La France, par exemple, est en récession depuis... On devrait même déjà parler de crise et de dépression, mais comme ce sont encore eux qui donnent les chiffres, qui donnent les informations, ils disent qu'ils sont, certaines même ne le reconnaissent pas, ils disent qu'ils sont au bord de la récession alors qu'ils sont déjà très avancés dans la récession, encore on parle même déjà de crise économique, donc de dépression. Comment ça se manifeste la récession? Alors la récession se manifeste par, comme je l'ai dit tantôt, une baisse de la production et donc de la consommation, ce qui rend atone les économies. Donc les économies qui sont en récession, ça peut se ressentir au niveau de l'inflation qui augmente, ça peut se ressentir au niveau de la difficulté à accéder à un certain nombre de biens et services parce que de fait justement la production a chuté et donc que la consommation devient beaucoup plus difficile et que les ménages et les entreprises n'ont plus suffisamment de ressources pour satisfaire leurs besoins, même les plus basiques. Donc, est-ce que l'Afrique, les États africains sont en récession? Non, pas du tout. Les États africains ne sont pas en récession. Disons qu'on a connu des périodes de crise économique dans les années 90 et aujourd'hui, on ne parle pas de récession en Afrique, on parle de difficultés d'accès au financement, aux ressources financières, mais qui sont dues essentiellement, et ça a été dit à suffisance ici sur ce plateau, au fait que nous ne bénéficions pas de l'autonomie monétaire, puisque la quantité de monnaie que nous avons dans les économies de la zone CFA est à peine de 15% du PIB, ce qui n'est juste pas possible de penser à un développement économique dans ces conditions-là. Donc non, les pays africains, en tout cas de la zone CFA, ne sont pas en récession, mais sont dans une difficulté d'investissement en termes d'industrialisation et donc de création de valeur ajoutée par le canal de la production. Merci à vous, Paul est là pour le mot de l'écho de ce soir, la récession. Merci d'avoir partagé également le plateau avec nous du débat économique sur For You. Merci également à vous, Dr Yamba Timba. Merci, M. Tatinda, d'avoir été... Oui. Même qu'avec la dégringolade de l'euro, M. Macron pourrait venir vous annoncer l'évaluation. Ah, on verra très bien. C'est très intéressant sur l'avenir. En tout cas, comme on l'a dit, on espère que les panafricanistes seront invités à discuter également avec les autorités françaises. Et voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition du grand débat économique sur For You Média qui sera très bientôt. Vous le saurez, donc on vous réserve beaucoup de surprises. Merci d'avoir été avec nous. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.